Ce soir, nous sommes près de 1500 à être réunis autour des flammes. C'est un honneur et un privilège de lire ces histoires pour vous. Celle qui suit est librement inspirée du vrai témoignage d'un chasseur dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Installez-vous confortablement et laissez-moi vous raconter. Des Sasquatch au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tout d'abord, je préfère conserver l'anonymat pour protéger ma famille et moi-même. De plus, je souhaite que l'endroit précis où se sont déroulés les événements que je vais vous décrire ne soit pas divulgué. C'est à la fois mon territoire de chasse et l'emplacement du chalet de ma famille. Depuis ma naissance, j'ai passé plus de temps en forêt qu'au milieu des hommes. Le chalet de mon père est situé dans le nord de la ville de Saguenay, près d'un petit lac niché au fond d'une vallée. Cet endroit est particulièrement difficile d'accès et reste extrêmement sauvage. On y chasse notamment l'ours, l'orignal, le cerf, le coyote et le loup. Je suis familier avec tous les chants d'oiseaux et les cris des mammifères qui peuplent cette région. Par exemple, je reconnais aisément le rugissement distinctif du lynx, ainsi que les cris de certains oiseaux qui pourraient facilement être confondus avec ceux d'une femme en détresse. Une fois, j'ai été traqué par une meute de loups. De les voir se coordonner pour resserrer le cercle autour de moi était une expérience extrêmement intimidante et impressionnante. Cela dit, jusqu'ici, jamais je n'avais vécu telle histoire et telle frayeur. Juin 2004. Ce printemps-là, j'avais 30 ans. 3 ans plus tôt, en 2001, un type qui s'appelle Yvon Leclerc avait trouvé des traces de pieds immenses dans le secteur des Monts-Valin. Les journalistes, surgissant en meute dans notre petit coin de pays, en avaient fait leur chou gras. Une histoire comme celle-là, ça se retrouve vite sur toutes les lèvres, particulièrement en ville où tout le monde y allait de ses propres théories farfelues. Je vous l'ai dit, ces bois, je les connais par cœur. J'étais donc sceptique, sans toutefois rejeter d'emblée l'idée que de telles créatures puissent exister. Ne tournons pas autour du pot, voulez-vous. C'est bien de Sasquatch dont il est question. De Bigfoot, d'hommes des bois. Appelez-les comme vous voudrez. C'est un secteur où la faune est riche et il ne nous était jamais arrivé de revenir bredouille, sauf depuis 2001. Pendant 2 ans, nous ne trouvions aucune trace d'ours, aucun excrément, rien. Nous nous demandions si les populations avaient migré vers le nord ou ailleurs. Après tout, le territoire est vaste. Payer pour un permis de chasse, faire de longs trajets, passer des heures en forêt. Tout ça pour faire chou blanc. C'était de plus en plus frustrant. Donc, en juin 2004, on n'était pas certain de réussir à récolter ne serait-ce qu'un seul ours. Néanmoins, on est parti au chalet avec mon père, plein d'espoir. On y allait du vendredi au lundi matin, ce qui ne nous laissait que 2 jours entiers de chasse. Après les quelques heures de route sur des chemins forestiers sinueux, on a débarqué notre équipement du pick-up. Une fois à l'intérieur, il restait à démarrer le réfrigérateur au gaz propane, s'assurer que la pompe à eau fonctionnait bien, ce genre de choses. C'est un chalet modeste, mais on y est confortable. En été, toute la famille vient y faire son tour, mes oncles et mes cousins avec leurs enfants, ma sœur et ma mère. Il y a 4 chambres en tout, qui comprennent chacune 4 lits simples superposés. La cuisine est spacieuse et 2 grandes tables permettent de prendre place tous en même temps pour les repas, même quand le chalet est à pleine capacité. Quand tout fut installé, la nuit était déjà tombée. Il était donc hors de question de chasser ce soir-là. Pour passer le temps, on jouait aux cartes, on buvait de la bière assis dehors sur le balcon. Il ne l'aura jamais avoué, mais je sais que mon père adorait ces moments que l'on passait ensemble dans notre petit coin de paradis, assis à regarder le lac et les étoiles. On se coucha tôt pour être en forme le lendemain. À l'aube, fidèle à nos habitudes, on revêtit nos habits de camouflage. On était prêts à partir, avec en main nos fusils de gros calibre et nos immenses tasses isothermes remplies de café. Enfin, si on peut appeler ça du café. Mon père le faisait si fort qu'il goûtait la mélasse amère. Et comble du malheur, c'était toujours le premier lever spécialement pour préparer le café. Il me tendit la tasse pleine de son infecte infusion, tout sourire. Certains y ajoutent un nuage de lait. Moi, c'était tout un ciel que je versais dans la tasse, en plus d'une montagne de sucre. Ah, voilà qui rendait les gorgées tolérables. Je n'ai jamais osé lui dire que son café goûtait la vieille eau de vaisselle. Il était bien trop orgueilleux pour accepter la critique de toute façon.
Quoi qu'il en soit, je suis monté dans le pick-up et je démarrai le moteur. Juste avant de prendre place, mon père s'est éloigné vers le lac. Me faisant dos, il baissa sa braguette près d'un gros sapin. Mon pick-up tout neuf était muni d'un lecteur CD, ce qui était assez nouveau à l'époque, du moins pour moi. Et le premier disque que j'avais acheté était Chronicle, The 20 Greatest Hits, de CCR. Je l'écoutais en boucle et c'est celui qui se trouvait dans le lecteur à ce moment-là. Tandis que les haut-parleurs crachaient Proud Mary, je n'entendais pas mon père qui hurlait un peu plus loin. Après quelques minutes, des coups dans la fenêtre du côté passager me sortirent de ma rêverie. Mon père ouvrit la portière. Je me souviendrai toujours de l'expression sur son visage. Un mélange de peur et d'excitation animait sa moustache touffue. « Bon sang, il faut que tu vois ça !» lança-t-il. Je coupai le moteur, curieux. Il avait couru jusqu'au bord du lac, tenant son chapeau. J'emboîtai le pas. Essoufflé, il pointait la plage. La voix étranglée, il lança « Regarde !» Je m'approchai. De grosses empreintes étaient figées dans le sable humide. Elles devaient mesurer plus de 14 pouces, environ 36 cm. Elles me parurent fraîches. Nous ne les avions pas remarquées la veille. Dataient-elles de la nuit ou d'avant? Ce n'étaient pas des pieds ordinaires, ça c'est certain. Il y avait une dizaine de traces en tout sur la plage. Puis les traces disparaissaient dans les galets et les hautes herbes sur la berge. Un frisson me parcourut l'échine. C'était passé si près du chalet, peut-être même pendant que nous dormions. L'histoire d'Yvon Leclerc et de ces traces immenses me revint aussitôt. « Quelqu'un nous fait une blague, clairement on se moque de nous, » fis-je. « Eh ben, son tour est drôlement réussi. Regarde comme c'est réaliste, » fit mon paternel. 5 gros orteils s'enfonçaient dans le sable, précédés d'un immense talon bombé. Je levai les yeux vers la forêt. « Tu penses que ça pourrait être un ours ?» m'enquis-je. « Tu veux rire? Combien de traces d'ours as-tu vu dans ta vie? 1000? Tu trouves que ça y ressemble? » « Non, pas du tout, » acquiesçai-je. On n'avait pas d'appareil photo avec nous et à l'époque les téléphones n'étaient pas intelligents. J'avais un vieux Nokia à clapet, c'est pour dire. Quoi qu'il en soit, nous sommes montés à bord du pick-up pour commencer notre journée de chasse. On s'est dit que si c'était vraiment un Sasquatch, il n'était probablement que de passage. Oh, comme nous avions tort. De toute la journée, nous n'avons vu en forêt que quelques écureuils et oiseaux. Aucun orignal, aucun cerf et surtout, aucun ours. En fin de journée, nous sommes rentrés au chalet pour souper. On avait allumé un petit feu dans le foyer extérieur. Pour cette deuxième nuit, nous sommes restés veillés un peu plus tard. Depuis environ minuit, la nature s'était tue. Complètement. Les grenouilles d'habitude si loquaces ne produisaient pas le moindre croassement. Les oiseaux nocturnes se taisaient aussi et le son des insectes semblait étouffé. Le ciel était sans lune, quelques nuages masquaient les étoiles. Il n'y avait que nos voix et le crépitement du feu. Il était 1h du matin quand nous les entendîmes pour la première fois. Un son distant déformé par l'écho des montagnes. On aurait dit un chien qui aboie ou plutôt un loup. Puis il y eut une réponse de l'autre côté. Un autre loup. Je ne sais pas à quelle distance c'était de nous. Peut-être 5 ou 6 kilomètres. Les jappements se sont transformés en hurlements et en petits cris saccadés qui semblaient suivre une logique qui nous échappait. C'est si difficile de décrire ces sons avec des mots. Je ne peux les dépeindre autrement qu'en affirmant que c'étaient des primates qui les produisaient. Des putains de singes en pleine forêt boréale. C'est impossible. Il y a bien un zoo à Saint-Félicien qui tenait des singes, mais il est situé à plus de 150 km du chalet, et aux dernières nouvelles, aucun singe évadé n'avait été rapporté. Alors quoi? Vers 2 heures, les cris se sont estompés. Du coup, les criquets et les grenouilles ont retrouvé leur voix. Mon père affirma qu'il se déplaçait vers le nord dans la vallée, à l'opposé de notre position. On alla se coucher, prenant bien soin de verrouiller la porte du chalet. On se leva tôt ce matin-là, déterminé à ramener un ours avant la fin de la journée et de notre voyage. On en a trouvé un ours vers la fin de l'après-midi. Mon père, qui conduisait, avait stoppé net le camion. Il pointait une colline rocheuse entre 2 petits arbustes. Il faut croire que le vieux avait toujours une bonne vision. Il y avait effectivement un ours couché dans l'herbe à environ 150 mètres dans la montée. Mon père descendit et se plaça en position de tir, mettant la bête en joue dans sa lunette de visée. Après quelques secondes d'hésitation, il baissa son arme et se tourna vers moi. « Il y a quelque chose qui ne va pas, fit-il.
Confus, j'empoignai aussi mon arme et plaçai un œil sur la lunette. L'ours ne bougeait pas du tout. Il ne respirait pas du tout. Je sortis alors une petite paire de jumelles pour voir de plus près. Je crus distinguer du sang séché le long de la gueule de l'animal. Prudemment, on s'est approché. L'ours était bel et bien KO. Il n'y avait aucune trace de bagarre, pas de morsure, sauf sur sa tête. Il y avait un peu de sang dans sa fourrure sur le haut de son crâne. Je tendis la main pour tâter la blessure. Il y avait bel et bien une bosse. Soit cet ours avait trébuché et s'était cogné sur une pierre, soit on l'avait frappé avec une batte de baseball, ou encore, et c'est mon hypothèse, on lui avait lancé une pierre sur la tête, avec une force surhumaine. Mon père affirma que la carcasse devait être là depuis au moins 2 jours. Jusqu'ici, je n'avais même pas remarqué l'odeur de putréfaction qui s'en dégageait. Nous avons laissé la carcasse sur place avant de nous en retourner au chalet. Sur le chemin du retour, on discuta de ce qu'on venait de voir. Quel prédateur tuait pour ensuite laisser la carcasse sur place? Un autre ours, peut-être? Les batailles entre 2 ours sont extrêmement violentes et la pauvre bête aurait été dans un sale état si tel avait été le cas. Je pourrais avoir tort, mais je crois que l'ours a tenté d'attaquer un Sasquatch pour une raison ou pour une autre, et qu'il en a payé le prix. Après le souper, on est resté à l'intérieur un bon moment. Puis mon père est sorti allumer un feu. On était calés dans nos chaises pliantes le plus près possible des flammes, chacun enfoui sous une épaisse couverture. Il devait faire autour de 6 degrés Celsius. La nuit précédente avait été bien courte et on bâillait sans décrocher la mâchoire. Vers 22h30, on était prêt à s'en aller au lit. À peine m'étais-je levé que mon père dit « C'est encore silencieux. » Effectivement, comme la veille, il n'y avait aucun son. On les a entendus en même temps. Des whoop whoop qui provenaient de l'autre côté du lac, peut-être un peu plus loin. J'aurais dit 1 ou 2 kilomètres. Aucun de nous deux n'osait prononcer un seul mot, les yeux écarquillés de mon père plongés dans les miens. On avait tous les deux l'impression que ça s'approchait, car le son était de plus en plus fort et précis. On était à la fois pétrifiés et stupéfaits. On est resté sous les étoiles jusqu'à ce que les sons cessent aux petites heures du matin. Été-automne 2004. À quelques occasions, il nous avait semblé entendre les mêmes sons au loin. Rien qui ressemblait à ce que nous avions entendu au printemps. Ma sœur et ma mère n'y croyaient pas trop. Comme j'aurais aimé qu'elles vivent cette expérience pour le moins unique. Bien que mon père et moi avions récolté un orignal en septembre, le gibier se faisait encore rare. Printemps 2005. Un peu avant la période de chasse à l'ours, autour du mois d'avril, on se rendit au site pour bûcher du bois. On ramenait de gros tronçons qu'on fendait en bûche au chalet. Nous étions seuls, mon père et moi, ce soir-là. Il devait être autour de 20 heures. La pénombre s'était installée. Mon père préparait le souper à l'intérieur et je continuais de fendre du bois dehors à quelques mètres du balcon. Je me rendis alors compte que d'autres sons de cognement sur du bois survenaient dans la forêt entre mes coups de hache. Je pensais qu'il s'agissait d'échos, mais j'entendis 3 coups brefs. Toc, toc, toc. Intrigué, je retournai la hache et répondis par 3 coups succincts sur le billot qui se tenait devant moi. Toc, toc, toc. Il y eut une pause, puis 2 autres petits coups. Toc, toc. Je répondis par 2 coups, moi aussi, au même rythme. Il y a eu des cris dans la vallée, un peu plus tard en soirée, toujours distants. Dans les jours et les mois qui ont suivi, j'ai expérimenté avec les coups sur le bois. J'obtenais souvent une réponse quand j'utilisais la séquence 3 coups, pause, 2 coups. Pendant tous ces séjours-là, même en pleine lumière au soleil de midi, je me sentais observé. C'était peut-être de la paranoïa, mais je ne m'étais jamais senti comme ça avant dans les bois. 2008. Les années passèrent sans incident notoire. Des cognements sur les arbres, quelques cris en fin de soirée, surtout au printemps. Nous y étions presque habitués, ils faisaient désormais partie du paysage sonore au chalet. C'était tout aussi inquiétant, mais nous les laissions tranquilles et ils nous laissaient tranquilles. Néanmoins, le gibier semblait encore éviter le territoire. Au printemps 2008, nous y sommes retournés, moi et mon père, pour notre chasse à l'ours annuelle.
Nous avions décidé de faire une ronde à pied pour être le plus discret possible afin de ne pas faire fuir les ours avec le son du pick-up. Tandis que nous marchions dans un sentier, nous avons trouvé un enchevêtrement de branches disposées en forme de tipi. La cabane de fortune devait mesurer près de 6 pieds de hauteur, plus de 180 cm, et elle était assez large. On aurait pu croire que des enfants étaient venus jouer dans les environs. Cela dit, nous sommes si loin en forêt, et nos plus proches voisins sont à au moins 20 km de là. La cabane était faite de troncs de bouleaux. Ça peut paraître anodin, mais les bouleaux les plus près se trouvaient à environ 1,5 km. J'ai du mal à imaginer pourquoi quelqu'un transporterait des arbres entiers jusque-là. Nous sommes revenus au crépuscule. Après le souper, on a allumé un feu dans le petit foyer et on s'est installés, moi et mon père, dans nos chaises pliantes. Les cris dans la vallée débutèrent vers 23 heures, distants au début, puis de plus en plus près. Je ne sais pas pourquoi ce soir-là, nous avons décidé de tenter de communiquer avec eux. Mais mon père a empoigné son cornet d'appel à l'orignal, un cône en écorce qui sert à projeter la voix pour imiter le son des orignaux en période de chasse. Il a reproduit un son de whoop qu'on entendait. Aussitôt, on a reçu une réponse avec une légère variante que mon père imita aussitôt. Ça a continué comme ça quelques minutes. Puis les cris se sont rapprochés. Ils semblaient plus agressifs, comme s'ils étaient en colère. Encore une fois, plus aucun son d'insectes ou d'animaux. Nous étions plongés dans le silence total, outre le crépitement du feu. « Tu viens peut-être de lui dire que tu l'emmerdes » plaisantai-je. Un cri provint de la gauche, puis un autre de la droite, puis un autre droit devant, près du lac. Mon sourire s'effaça aussitôt. À vrai dire, ce n'était plus des cris. C'était comme un langage primitif. Pour tout dire, on aurait juré 3 samouraïs qui discutaient en colère. Une angoisse indescriptible s'empara de moi. « Éteins le feu !» fit soudain mon père. « Quoi? Mais éteins le feu !» Il scrutait l'obscurité, les yeux écarquillés et la bouche entr'ouverte. Une chaudière pleine d'eau de pluie se trouvait sous les gouttières du chalet juste derrière moi. À 2 mains, je la soulevai et en déversai le contenu sur les flammes. Nous fûmes alors plongés dans l'obscurité la plus totale. Les voix continuaient tout autour de nous. Alors je compris. Ils utilisaient la même technique que les loups pour nous encercler avant de fondre sur nous. On était observés, traqués. Mon père était maintenant debout. Il recula vers le chalet doucement. J'emboîtai le pas, ne faisant jamais d'eau au lac ou à la forêt, tournant ma tête de tous les côtés. Des branches craquaient tout autour de nous. Des cognements de bois contre bois se faisaient aussi entendre de plus en plus fort. Nous avons atteint le patio, tous deux terrorisés. Nous gravîmes les marches une à une, à reculons. Un long hurlement si puissant que je dus me boucher les oreilles se fit alors entendre. Aucun être humain ne pourrait produire ce son avec une telle puissance. À la hâte, nous sommes entrés dans le chalet, dans l'obscurité totale en verrouillant la porte. Ça a duré pendant d'interminables minutes d'angoisse, avant que les bruits ne s'estompent enfin. Il venait de nous passer un message. On est chez nous, vous, non. Plus jamais nous n'avons tenté de communiquer avec eux. La semaine suivante, le chalet le plus près de nous, celui à 20 km, a été vendu. Je suis convaincu que nous ne sommes pas les seuls à être tombés sur ces créatures pendant la chasse du printemps en 2008. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Un de mes amis possède un chalet à Sacré-Cœur. C'est à plus d'une centaine de kilomètres du chalet de mon père au sud-est. En 2007, quand il l'a acheté, le vendeur lui avait remis les clés et la dernière chose qu'il lui avait dite était « Vous allez voir des affaires ici, des choses que vous ne verrez jamais ailleurs. » Puis il avait tourné les talons et s'en était allé. Mon ami n'avait pas trop compris ce qu'il voulait dire, jusqu'à l'année suivante. À l'été 2008, quelques mois après la nuit de terreur avec mon père, je visitais l'ami en question à son chalet et la conversation en vint rapidement aux événements de notre secteur de chasse. Mon ami avait disparu dans sa chambre et en avait sorti un ordinateur portable. Il me montra alors la photo d'une de ses caméras de chasse, et on y distinguait clairement une bête au pelage brun.
nettement plus grosse qu'un ours. Je ne sais pas si cette photo a été perdue au moment où je vous parle. Fermez la parenthèse. 2012. Ensuite, les sons sont devenus de plus en plus rares, jusqu'en 2012 où ils ont complètement cessé. Le gibier était de retour et la chasse à nouveau fructueuse. 2018. Un peu avant la période de chasse, on allait toujours porter des appâts en forêt pour attirer les ours noirs. Du gras de bacon, des pâtisseries sucrées, du maïs et même un peu de viande hachée. Les ours ne sont pas très difficiles. On était en fin de soirée, j'étais seul et je m'apprêtais à revenir au chalet. Je lançais ça et là des bonbons aux fruits en revenant vers le chemin principal. J'emporte toujours un fusil de chasse avec moi, car on pourrait tomber sur une mère ours avec des oursons, et dans des cas comme ça, il vaut mieux pouvoir se défendre. Les mères ours n'hésitent pas à attaquer, même sans provocation. Soudain, l'atmosphère est devenue très lourde. Je me sentais observé, et ça, on ne s'y habitue jamais. 2 gros buissons très denses entouraient le sentier. Juste avant de m'y faufiler, j'ai entendu un grognement très bas. Ce n'était ni un loup, ni un ours. Je savais pertinemment ce qui se trouvait là, dans ce buisson. J'ai stoppé net dans le sentier. La pénombre enveloppait la scène et on n'y voyait rien du tout. Sans m'en rendre compte, j'avais reculé de quelques pas en empoignant mon arme et en la braquant droit devant moi. Quelque chose remua derrière moi, un bruissement tout près. La technique de la meute de loups me revint aussitôt en tête. Une impulsion incontrôlable me poussa à courir le plus vite possible hors du sentier. En moins de 2, je traversai le buisson et rejoignais le chemin principal. Juste avant d'entrer dans ma camionnette, un hurlement puissant retentit. J'en ai presque pissé dans mon pantalon. J'ouvris la portière que je claquai, tournant la clé et détalant en faisant voler des cailloux derrière moi. Une forme sombre se tenait au milieu du chemin, menaçante, alors que je m'éloignais. Depuis les tout premiers incidents, je suis allé maintes fois aux eaux de Saint-Félicien pour voir les primates, comprendre leur comportement et écouter les sons qu'ils émettent. J'y ai passé des heures. Je suis convaincu que ce sont des primates qui hantent la forêt autour de mon chalet. De très, très gros primates. Note du narrateur. L'histoire que vous venez d'entendre est librement inspirée du vrai témoignage d'un chasseur anonyme, en plus des empreintes retrouvées en 2001 par Yvon Leclerc dans les Monts-Valin. J'ai imaginé un récit à la première personne en condensant le témoignage pour y ajouter de l'intensité. Un lien a été placé dans la description pour écouter la vraie entrevue avec le chasseur. Ainsi, vous pourrez vous faire votre propre opinion du témoignage original. Entrevue réalisée par Bigfoot Québec. Merci de m'avoir accompagné près du feu. À très bientôt pour de nouvelles histoires.